Et on ouvre le premier débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Sophie Dion, bonjour. Vous êtes députée LR de Haute-Savoie. Merci d'être avec nous. Vous êtes également secrétaire générale adjointe des Républicains en charge des questions sportives. Également avec nous sur ce plateau, Bernard Lapassé, bonjour. Vous êtes coprésident du comité de candidature de Paris pour les JO 2024. Merci d'être avec nous. Sur ce plateau également, Jean-Pascal Gaillan, bonjour. Professeur d'économie à l'Université du Maine. Vous êtes l'auteur de L'économie du sport aux éditions Duno. Merci d'avoir accepté notre invitation. David Assouline est également avec nous pour débattre aujourd'hui, sénateur socialiste de Paris. Merci à tous les quatre. Première question pour vous, Bernard Lapassé. On est dans la dernière ligne droite. On l'a dit, Paris et Los Angeles sont au coude à coude. Sur quoi va porter votre action dans ces 12 derniers mois ? D'abord, nous allons commencer par terminer l'année avec deux événements majeurs. Le premier, c'est l'arrivée du président du CIO, Thomas Bach, qui vient nous rejoindre les 1er et 2 octobre. C'est un rendez-vous qu'il avait fixé depuis quelques temps. On aura l'occasion de faire le point avec lui sur ce qui s'est passé à Rio, voir un petit peu les tendances du CIO après ces Jeux de Rio. Ensuite, nous aurons le 7 octobre, c'est le dépôt du deuxième dossier sur lequel nous portons les garanties de l'État et des villes requérantes pour pouvoir mesurer l'impact dans lequel nous sommes et la solidité de l'édifice que nous avons construit. Et puis, le troisième événement, c'est le mois de novembre avec à Doha la présentation pour la première fois officielle de notre dossier de candidature, comme le feront les 3 autres villes, de façon à ce que nous puissions montrer à l'ensemble des membres du CIO, des présidents des fédérations internationales et du comité olympique internationaux, la référence dans laquelle nous portons, avec les valeurs que nous voulons porter, la référence de la candidature de Paris 2024. Jean-Pascal Gaillan, peut-être qu'aujourd'hui la question de l'opportunité de la candidature de Paris au JO 2024 ne se pose plus. C'est peut-être davantage celle de la faisabilité. Alors quel regard portez-vous sur cette candidature ? Non, moi je pense même que l'opportunité existe. Enfin, la question de l'opportunité existe toujours. On sait que les retombées économiques des Jeux Olympiques sont dans le meilleur des cas relativement modestes et dans le pire des cas catastrophiques pour les pays qui accueillent les Jeux Olympiques. Donc je pense qu'il est temps surtout de changer de modèle. Le problème pour moi est que le format des Jeux Olympiques est trop concentré à la fois géographiquement et temporellement. Et ça, c'est d'une extrême perversité. Il faut absolument passer à un autre modèle. Donc moi, je prends plutôt une solution qui serait collaborative. Il faudrait que Paris, Rome et Budapest, puisqu'il y a 3 candidatures européennes, s'unissent et que l'on puisse envisager des Jeux qui se tiennent sur 1 mois ou 5 semaines et non plus sur ce format absolument devenu absurde et qui ne plaît finalement ni aux diffuseurs ni, je pense, aux spectateurs. Oui. David Assouline, peut-être une réaction à cette proposition de Jean-Pascal Gaillan, une candidature européenne peut-être pour peser face à Los Angeles, c'est une idée ? Bon, dans l'immédiat, je pense que c'est pas une proposition qui est même faisable. Donc, est-ce que la réflexion que vous portez globalement sur les Jeux de l'avenir, qu'est-ce qui est viable aujourd'hui, etc., je pense que c'est des choses qui peuvent être envisagées. Mais dans l'immédiat, je ne suis pas d'accord sur le fait que parce que les Jeux jusqu'à présent n'ont pas trouvé d'équilibre sur le plan économique, forcément, ça va être la même chose. C'est mitigé, certaines villes sont rentrées dans leurs frais, pas d'autres. Oui, bon, il y a les scénarios catastrophes, un peu la Grèce, mais globalement, pour l'instant, nous avons une étude qui a été faite donc par le Centre de droit et d'économie du sport de Limoges, qui évalue l'impact pour toute l'Île-de-France. Pas l'impact sur le reste de la France, mais on sait qu'il y en aura entre 5,3 milliards et 10,7 milliards, donc plutôt des jeux rentables. C'est ce schéma étudié, c'est la seule étude concrète qui a eu lieu qui dit ça. Alors, ça ne veut pas dire que ce sera comme ça, mais on s'est donné tous les moyens pour que ce soit comme ça. Sophie Dion, autre défi aussi, emporter l'adhésion populaire des Français autour de cette compétition, avec toujours peut-être cette image effectivement que ça coûte cher, qu'il y a parfois de la gabegie, un endettement sur le long terme. Alors moi je voulais un peu revenir sur ce qui a été dit. Je pense que au-delà des questions financières qui sont évidemment fondamentales, mais il est important de dire qu'il y a certaines villes effectivement qui sont, si je puis dire, rentrées dans leurs frais. Donc ça c'est la première observation. La deuxième observation, c'est par rapport à l'idée effectivement d'une candidature de plusieurs villes. Je crois que ça a été testé au niveau de l'UEFA et qu'en fait, on se rend compte que ça ne marche pas très bien. Donc, avoir plusieurs villes candidates, vous savez, c'est comme quand on a plusieurs responsables, on ne sait jamais qui décide et qui fait quoi. Donc ça, c'est la deuxième observation. Et puis, je voulais revenir aussi sur ces questions économiques, finalement. Je crois que le nouvel agenda du CIO,
qui est l'agenda 2020, justement préconise un certain nombre de recommandations, si je puis dire. La première d'entre elles, c'est de dire qu'il faut faire des jeux économes, c'est beaucoup dire, mais en tout cas des jeux durables. Et le mot durable est très important. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que c'est des jeux qui vont pouvoir permettre de garder les installations sportives pour la jeunesse de France, pour la jeunesse d'un pays, et puis surtout aussi le fait de prévoir des candidatures compactes. C'est très important aussi. Pourquoi ? Parce qu'il y va des athlètes, puisqu'après tout, on ose le rappeler, les Jeux Olympiques, ça n'est rien d'autre que la fête des athlètes du monde entier qui, pour une seule fois, vont se retrouver. Donc c'est très important de rappeler tout ça et de dire enfin... de dire que les Jeux Olympiques, c'est aussi la grande fête du sport, c'est aussi la grande fête des sportifs. Et je crois que c'est aujourd'hui plus que jamais, ces valeurs du sport qui sont véhiculées. Ça va au-delà par du ces clivage grandes compétitions internationales. dites, D'une part, ça va au-delà du clivage droite-gauche, ça sûrement. Mais surtout, c'est quelque chose dont on a besoin. Plus que jamais, par les valeurs qui sont véhiculées par ces grandes fêtes du sport que sont les Jeux Olympiques ou que sont les grands événements sportifs. Sur l'aspect financier, Bernard Lapassé, est-ce que c'est vrai que le CIO regarde aussi peut-être une candidature plus éthique, moins dispendieuse ? Ça, c'est un critère Oui, je crois qu'on verra les critères du CIO, effectivement, à partir de l'agenda 2020, ce que dit Madame Sophie Dion. Enfin, Sophie, correspond tout à fait à la réalité. L'important pour nous, c'est que nous avons une candidature vertueuse, je dirais. Pourquoi ? Parce que nous avons 95% des équipements sportifs qui sont déjà construits. Et sur ce principe-là, il faut vraiment afficher que les jeux financent les jeux. Il ne peut pas y avoir de déficit sur un modèle tel que nous le proposons aujourd'hui. Il reste à construire une piscine olympique, un village olympique dont on sait qu'il est déjà dans les fauteuils aujourd'hui et dans les dossiers de tous les maires qui sont intéressés par le recyclage de ce qu'on va laisser en héritage sur les 15 000 à 20 000 appartements qui vont être construits. Ça, ce sont des choses qui vont servir à la population locale pour redistribuer ces logements dans une configuration nouvelle, dans une ville, dans des villes dont on sait la difficulté, c'est la Seine-Saint-Denis avec Saint-Denis qui est en leadership. Donc sachez que là-dessus, sur le financement des jeux, il n'y a pas de souci, puisque vous le savez, sur les 3 milliards que nous avons évoqués dans les dépenses, 1,4 milliard est déjà pris en charge par le CIO, c'est lui qui paye, qui donne la subvention lorsque nous sommes élus. Et sur les restes, les 2 milliards, pas tout à fait 2 milliards, il y a le financement, ce qui concerne l'ensemble des partenaires et l'ensemble des ventes de billetterie, dont on sait qu'à Londres, ils ont vendu 22 millions de billets. Je crois qu'il faut se rendre à l'évidence que sur les modèles que nous avons pris, nous n'avons pas pris effectivement les modèles qui ont échoué. On a pris le modèle qui a donné le meilleur des résultats, c'est Londres. Et quand on sait que Londres faisait des estimations, et c'est le gouvernement britannique qui les faisait, et pas le comité de candidature, c'était 12 milliards en 4 ans, ils ont fait 14 milliards en 2 ans. Donc je crois qu'on est sur des bases, sachant qu'en plus, sur ces chiffres-là, c'est ce qu'a fait Londres qui a posé des problèmes, pas les Jeux. C'est ce qu'a construit Londres avec la rénovation d'une zone urbaine qu'ils ont voulu rénover. Jean-Pascal Gaillan, je vous vois faire non de la tête. L'étude, le chiffre des 14 milliards de retombées de PricewaterhouseCoopers, c'est une escroquerie, cette étude. Tous les travaux académiques démontrent que les retombées des jeux économiques sont négligeables ou négatives. Les études les plus abouties sont celles de Gizek et Madden de 2007 sur les jeux de 2000 à Rio, moins 2,1 milliards de consommation de dollars australiens de consommation privée. Oui. Cette année est paru en 2016 les travaux de Bad et Mathieson dans le Journal of Economic Perspective qui démontrent qu'ils ont fait un survey de toutes les études faites, toutes les études des académiques. C'est pas les jeux, ça. C'est pas les jeux. C'est la réalité des jeux. C'est pas les jeux. C'est l'expression que les États font des jeux. Il ne faut pas se mélanger les pédales. Moi, je ne suis pas un chef politique, je ne suis pas un gouvernement politique, je fais des jeux pour la responsabilité qui est la mienne. Et dans ce domaine-là, nous sommes en parfait équilibre avec la manière dont nous allons fonctionner. Que les États puissent avoir des ambitions pour rénover tel ou tel quartier. À Rio, je me prends l'exemple de Rio parce que j'ai vécu pendant 5 semaines, je connais bien. La ville tentaculaire qu'est Rio exigeait effectivement des sommes extraordinairement importantes pour pouvoir aboutir sur le schéma de formation des jeux. C'était leur choix, c'était leur liberté qu'a fixée par le gouvernement. C'est pas celui qui a financé le déficit des jeux. Il ne faut pas mélanger la responsabilité qui dit que les jeux financent les jeux. Ça, c'est une certitude pour Paris 2024. Alors la question pour un politique sur ce plateau, c'est vrai que la tentation est peut-être aussi logique pour les pouvoirs publics qui accueillent ce type de compétition, de vouloir utiliser les jeux aussi pour rénover certains quartiers. David Assouline. Je pense que c'est plutôt vertueux de penser, quand on pense durable justement, à ce que tous les investissements ne s'envolent pas en fumée quand les jeux sont finis, qu'ils servent à la vie en société, à combler un certain nombre de besoins et qu'ils puissent notamment reconversion, logement, équipement, etc. C'est une évidence. Et d'ailleurs, il n'y aurait
pas de possibilité d'adhésion populaire, qui est la clé des jeux pour moi. S'il n'y avait pas cette mise ensuite au service de la population de tout ce qui a été mis au service d'une grande manifestation. Mais je veux quand même revenir sur le fait que on a démontré dans un moment extrêmement difficile qu'a été la période de l'euro, avec des attentats terribles avant, avec un enjeu de sécurité énorme, avec des propos répétés que ce serait à ce moment-là que la France serait frappée pour la punir. On a montré, globalement, que même avec ce niveau de tension et à une capacité d'organisation gigantesque au niveau sécuritaire, la population a investi cet événement de façon massive. Il y avait ce débat notamment sur les fan zones. Elles étaient pleines et j'ai été sur plusieurs endroits, à Lyon, à Marseille, à Paris. Les fan zones étaient pleines, c'est-à-dire qu'il y avait... Depuis l'euro, il y a eu Nice aussi, les attentats de Nice du 14 d'accord, mais juillet, David Assouline, c'était ça pas peut être l'euro. aussi... C'était pas l'euro. Le feu d'artifice à Nice, il a lieu tous les ans et c'est pas une manifestation exceptionnelle. On sait que les attaques frappent la France et que cette question de la menace terroriste va peser certainement dans la décision du CIO. Il y en a à New York depuis 2 jours. Je suis en train de vous dire que cette capacité, on l'a, et que les Français, les Parisiens, veulent ces jeux. C'est un élément d'optimisme, de dynamisme, d'émotion partagée, de fierté de pouvoir avec faire un ça impact en sur la France. fracture territoriale aussi, ça c'est important pour vous, avec le département de Oui, et puis aussi de rayonnement international. Et donc, la mesure économique, elle est délicate, parce que moi je sais que quand il y a 20 000 journalistes qui arrivent à Paris, des millions de spectateurs, 3 millions de spectateurs présents, des milliards de téléspectateurs, et qu'on montre la France avec ses valeurs, et avec les valeurs de Coubertin, puisque c'est ici qu'elles sont nées, eh bien ça a un impact forcément pour le rayonnement, y compris économique, et les retombées économiques sur la France. Donc c'est un pari, et je pense qu'il faudra rester rassemblés comme aujourd'hui, qu'il n'y ait pas de jeu politicien. Il y a la ville de Paris, il y a la région, ce ne sont pas les mêmes bords. L'État, aujourd'hui, demain, ça ne peut pas être les mêmes gouvernants, mais il faut tirer dans le même sens, parce que c'est la France qui est en jeu. Sophie Dion, vous avez demandé la parole, allez-y. Oui, moi je pense que... il est très important de rappeler quand même la capacité de la France à organiser des grands événements sportifs. C'est quelque chose que l'on sait faire et que l'on sait bien faire. Et je parle sous le contrôle du président Lapassec, qui en son temps a organisé la Coupe du Monde de rugby en France, qui a quand même été un succès. Vous avez parlé de l'Euro, qui aussi est un grand succès. Je crois que il faut aller vers ce que l'on sait faire aussi. Donc il y a des choses qu'on sait faire en France. On est une activité touristique formidable, on sait organiser des grands événements sportifs, et un grand événement sportif, ça apporte beaucoup à un pays. On a parlé effectivement de la médiatisation. Je crois que les Jeux Olympiques sont le 2e événement au monde. Il y a d'abord la Coupe du Monde de foot et ensuite les Jeux Olympiques et enfin le Tour de France. Mais bon. Et donc c'est des événements qui font connaître et qui font connaître un pays. Le coût, évidemment, est quelque chose d'important, mais moi, je reviens sur l'aspect technique et sur l'aspect de présentation du dossier technique. Parce que, quand même, le CIO a instauré une nouvelle politique avec son nouveau président qui est Thomas Bach. Il a instauré de nouvelles règles. Et je crois qu'aujourd'hui, on se rend compte que, notamment en raison des coûts économiques, il y a beaucoup de pays qui renoncent à être candidats à des Jeux Olympiques. Donc, il y a une incertitude sur la ville de Rome. Donc c'est une incertitude sur la ville de Rome, mais c'est pas que pour ça, c'est à mon avis parce qu'il y a une adhésion populaire qui fait quand même relativement défaut. Ou une pression citoyenne qui est intéressante. Puis la nouvelle maire qui est contre, donc c'est difficile. Je crois que c'est ça qui est très important de rappeler quand même. Oui. Bernard Lapassec, je voudrais revenir, je vous donnerai la parole, Jean-Pierre Gaillard, aussi sur cette question de la sécurité, puisque c'est un point c'est très simple. Je vais vous dire scruté de très près par le CIO. Bien sûr, nous avons discuté avec les membres du CIO qu'on a rencontrés pendant ces 5 semaines à Rio. On les a vus quasiment tous. La discussion portait essentiellement sur ces questions-là.
mais le retour est assez exceptionnel. C'est assez rare d'avoir trouvé un retour en suivant qui nous dit en substance, heureusement qu'il y a la France, parce que la France montre un modèle encore aujourd'hui qu'on peut garder la tête froide, qu'on peut garder l'ambition de porter des grands événements. Vous l'avez fait après vos attentats, justement avec l'euro. Vous avez montré que vous étiez capable de ramener les gens dans les rues, de sortir les gens des stades pour les amener en disposition de vivre ensemble une autre façon d'aborder le sport. Ce sont des valeurs qui, pour l'olympisme, sont rares aujourd'hui dans les pays. Ça, c'est quelque chose qui est porté comme un bonheur d'avoir un pays comme la France qui se porte garant des valeurs de l'olympisme, qui se passe on parle toujours de la paix olympique, la trêve olympique, on parle des valeurs qui sont celles de la fraternité, du vivre ensemble. Ce sont des éléments que la France se porte aujourd'hui en bouclier de ce qui peut être pour demain des Jeux olympiques difficiles. Ça, c'est l'argument des membres du CIO qui nous disent la France a tous les atouts, y compris ceux de la sécurité. Pascal Gaillard. Oui, moi je pense qu'il faut aussi réfléchir en disant qu'il faut inverser le rapport de force entre les États ou les villes qui sont candidates et le CIO. Il faut pouvoir dire au CIO, le format, le mode actuel d'organisation des Jeux est pervers, il est opportun maintenant de passer à autre chose. Les diffuseurs seraient heureux d'avoir un allongement de la durée des Jeux. Moi, je veux mettre en balance, j'ai envie de dire, le bon plaisir des athlètes et des membres du CIO qui veulent être sur le village olympique, sur des sites très concentrés, et le malheur des peuples. La Grèce, comme disait justement Victor Matthesen, qui est le grand spécialiste des retombées économiques des méga-événements, les malheurs de la Grèce ont commencé avec les Jeux Olympiques. Ce qui se passe, je crois que ils ont commencé, ou oui, c'était la manifestation de ce qui était mal géré en Grèce depuis un bon bout de temps. C'est là qu'on a commencé à bidonner les comptes. Le déficit budgétaire explose. Non, c'est vrai, on le faisait déjà avant. Bon. Mais le déficit budgétaire explose en 2004, et il est évident, l'impact est considérable de ces Jeux Olympiques. Ouais. 12 milliards d'euros pour une économie telle que la Grèce, qui n'a jamais su prélever correctement, percevoir correctement l'impôt, c'est épouvantable. Et ce qui se passe aujourd'hui à Rio, avec cette séquence Coupe du Monde, Jeux Olympiques, je suis très très inquiet. Vous savez quels sont les chiffres de la croissance brésilienne? À qui la faute? C'est pas la candidature française. Il faut essayer de responsabiliser les gens qui sont en charge. La question de la concentration et ce que attendent les diffuseurs. Je vais remettre bientôt un rapport au Premier ministre sur le sport à la télévision, et j'étudie un peu tout ça. Attention, parce que je pense qu'on va aller de plus en plus, et on l'a senti dans les semaines qui viennent de passer, vers des Jeux Olympiques où les Paralympiques ne sont pas mineurs. Ça va être un tout. Et il faut qu'on porte ce tout. Et symboliquement, et de façon concrète, mais symboliquement, c'est très fort, y compris en termes de valeur. Donc, ce que vous proposez, un étalement de 5 semaines, vous poursuivez avec les Paralympiques, parce qu'il ne faut pas les oublier. Bon, et ça fait quelque chose absolument pas gérable, même du point de vue des diffuseurs. Donc, attention de ne pas que nous adapter aux diffuseurs, parce qu'à un moment donné, on va changer les règles du sport pour qu'ils puissent être compréhensibles à la télé. Gardons l'esprit du sport, faisons qu'il y ait encore du spectacle, mais les valeurs du sport doivent continuer à dominer. Bernard Lapestre, je voudrais aussi vous entendre sur un autre aspect qui concerne la rivalité, on a pu dire, avec la candidature de Paris pour accueillir l'exposition universelle en 2025. Alors, est-ce que c'est un handicap ou un atout? Non, là-dessus, je crois qu'il faut vraiment se garder de tout excès de rivalité, de jalousie, d'expression des différences. Non, la culture fait partie d'un élément social important, comme le sport. Je crois qu'il est important de marier le phénomène qui consiste à dire aujourd'hui, attention, on a besoin des gens qui veulent vivre ensemble dans des comportements sociaux qui sont de style moderne, qui sont dans une nouveauté de recherche. C'est pour ça que le mouvement olympique aujourd'hui fait déjà la recherche, qui est de son travail de base, sur des nouveaux sports, qui ne sont plus des sports de compétition tels qu'on les attend. On a vu l'escalade qui arrive, on a vu le surf qui arrive, on voit des sports de liberté. J'ai fait une campagne pour le rugby à 7 et pas pour le rugby à 15, parce que le sport de Sevens en rugby exprime l'espace, la liberté, le libre choix des décisions entre l'attaque et la défense. On a besoin de sports qui donnent la liberté à chacun d'exprimer son bonheur de vivre dans le sport et de vivre une aventure fabuleuse. Ça, c'est le fondement des valeurs du sport de demain. On a besoin de travailler sur ces concepts parce que c'est à partir de là qu'on va trouver des solutions pour permettre d'avenir du sport dans le futur. Je prends l'exemple des 5 semaines. Je suis président de la Coupe du Monde de rugby. On avait 5 semaines de compétition. C'est possible au niveau d'un sport, ça n'est pas au niveau de 28 sports. Ne rêvons pas.
28 sports au bout de 5 semaines, ça devient quelque chose de gigantesque, d'énorme dans la référence qu'on peut porter pour un pays. Et là, on engage des risques dans le développement économique et financier. On a besoin de réfléchir sur le nombre de sports, la référence des sports. Réfléchissons sur ça. Avec le CIO, on portera des modèles pour 2024 avec le CIO. C'est quelque chose qu'on a besoin de faire. Et sans doute, peut-être, la France a une chance de porter des choses nouvelles vers le CIO et d'exprimer cette différence dans une référence, encore une fois, qui, stratégiquement, sur le plan économique, est une belle base de travail pour faire les choses référentes. Sophie Dion, et ensuite je vous redonnerai la parole. Oui, je crois que c'est très important de rappeler quand même que, il n'y a pas que 2 villes candidates. Aujourd'hui, il y en a 4. Oui, oui. Pour Rome et Budapest, elles sont aujourd'hui candidates. Absolument. Donc, il ne faut jamais en sport, on le sait bien, jamais mépriser l'adversaire. Donc ça, c'est la première observation que je voulais faire. La deuxième observation, c'est qu'en effet, oui, mais à tort. Alors, on va parler de Paris. On parle de Paris, bien sûr, mais enfin, voilà, c'est important de dire qu'il y a 4 villes candidates. Je crois que c'est important aussi de rappeler que, en fait, c'est le CIO qui va décider. C'est le CIO qui va décider avec plus de 104, je crois. Un peu moins maintenant, 98 ils seront normalement. Donc, enfin, environ 100 personnes à convaincre. Oui. Et donc, à convaincre avec un travail de lobbying intense. Alors ça, c'est un mot, dans ce que j'ai pu dire, qu'on n'aime pas trop en France. C'est un petit peu tabou et pourtant, ça va peser dans les négociations, dans la décision finale. C'est eux qui décident. Ça, il faut quand même jamais l'oublier. C'est que, indépendamment de la qualité de notre dossier, de la qualité de notre candidature et de la qualité de ce qu'on pourra présenter comme projet, il ne faut pas oublier qui vote. Les politiques que nous sommes, il faut bien dire, qui votent. Et aujourd'hui, ce sont les membres du CIO qui vont voter. Donc, il faut aussi leur donner des assurances. Et il faut aussi leur donner des gages. Et ces gages, c'est effectivement correspondre à ce qu'ils veulent, à ce qu'ils souhaitent dans le cadre de la nouvelle politique mise en place par le CIO. C'est très important de le rappeler et de se mettre en conformité avec les exigences du Comité international olympique. Ouais, Jean-Pascal Gaillard, sur cet aspect du lobbying intense qu'il va falloir convaincre un par un les 98 membres, c'est ça, du CIO. En matière de lobbying, contrairement à mon collègue américain Andrew Zibalis, qui a pris la tête du mouvement No Boston Olympics et qui a obtenu en fait le retrait de la candidature de Boston, moi je ne suis pas contre la candidature de Paris. Je veux simplement essayer d'optimiser cette candidature. J'ai lu aussi dans l'agenda 2020 qu'on ouvrait la porte à des candidatures conjointes. Et donc, pour moi, l'objectif est de changer, d'inverser le rapport des forces et d'aller vers quelque chose qui soit moins pervers. Si on faisait les Jeux sur Paris et Rome en 4 semaines, ça coûterait 3 fois moins aux contribuables des 2 pays, pour chacun. Donc, il faut aussi essayer d'avoir un peu d'imagination et sortir de ce système, qui est un système pervers. Ça a été dénoncé, il y a eu la corruption, on a eu des années très noires de la corruption. Donc, je crois qu'il faut aujourd'hui redonner un petit peu plus, au contraire, la parole aux citoyens. On a vu ce qui s'est passé pour les Jeux 2022, que ce soit en Bavière, que ce soit en Suisse, que ce soit en Norvège, que ce soit en Pologne. Il y a eu des votations, des référendums où les gens ont dit non à ces Jeux olympiques d'hiver, donc ils sont partis dans des pays où on n'a pas forcément la même tradition d'ailleurs de sport d'hiver. Je crois que voilà, il faut ramener aussi la parole et la souveraineté du peuple qui pourrait peut-être un petit peu faire avancer cette idée que maintenant on va faire une candidature un peu plus européenne, c'est plus l'esprit olympique d'une certaine manière, et donc moi je ne suis pas contre les Jeux à Paris, mais je pense qu'il est temps aujourd'hui de collaborer avec une ville telle que Rome. Ça aurait de la gueule, Paris-Rome. Je vais juste vous répondre là-dessus. Bernard juste pour vous dire que c'est la candidature de Paris, mais c'est pas les Jeux pour Paris. C'est les Jeux du pays tout entier. Ce qu'on a décidé de faire à Marseille, par exemple, c'est le modèle qu'on voulait exprimer, c'est de sortir du niveau de la capitale pour entrer dans un univers dans lequel l'ensemble des Françaises et des Français sont associés. Le nouveau modèle, il est d'abord chez nous. Dans la référence qu'on doit porter un message auprès des Françaises et des Français qu'on a besoin, parce qu'ils le sentent tous. Ils viennent régulièrement dans les stades, ce que a dit Sophie tout à l'heure est très vrai. On a la chance d'avoir des événements multiples et nombreux. On est le pays qui reçoit le plus d'événements mondiaux sportifs dans toutes les capitales. Donc c'est quand même un élément moteur extrêmement fort. On a besoin d'inciter l'ensemble des Françaises et des Français de modeler un système à la française autour des Jeux de 2024. C'est ça qu'on travaille aujourd'hui. On fait de la concertation, de proximité. On va faire le tour de France de toutes les grandes villes, y compris dans les villes moyennes et les campagnes. Je vais faire la prochaine réunion des régions. Là, il y a une présidence des régions qui démarre et celle du département, l'une à Poitiers, l'autre à Reims. Donc je serai devant les élus pour porter ces messages au niveau des grands électeurs. On a besoin d'avoir cette référence, de porter à la fois
auprès des publics et des élus la référence que la France doit présenter en modèle français, qu'on donne une référence des Jeux qui porte véritablement cette ambition de faire effectivement ces nouveaux modèles pour les 2024 et les suivantes. C'est cet appui qu'on recherche et que les membres du CIO recherchent. Ils ne recherchent plus aujourd'hui la référence financière ou seulement la référence financière, parce que parler d'argent, c'est quand même pas forcément une qualité première pour le CIO. Aujourd'hui, on a besoin d'exprimer autre chose et je pense que la candidature de Paris est bienvenue dans ce domaine. On sera certainement à ce niveau-là des leaders dans la candidature par rapport aux trois autres candidatures, parce qu'effectivement, n'oublions pas, nous sommes 4 candidats. David Assouline, demain, vous allez auditionner Anne Hidalgo, ici au Sénat, avec la Commission de la Culture, dont vous êtes le vice-président. Qu'attendez-vous de cette audition? Quels sont les thèmes sur lesquels vous souhaitez qu'elle s'exprime, qu'elle vous donne peut-être des garanties sur la candidature de Paris? Non, moi je le vois pas comme de façon défensive. J'aborde pas les Jeux de façon défensive, un peu comme vous, donc je veux des garanties, etc. Moi, je veux surtout qu'elle nous expose le projet enthousiasmant, notamment qui répond en partie à vos préoccupations sur l'adhésion citoyenne. Sur l'adhésion citoyenne, la participation. On a même mis, c'est presque symbolique, mais ça, ce sera la première fois dans l'histoire, une partie du budget. On l'a mis en budget participatif, où ce sont les citoyens qui vont décider pour 1% du budget parisien, ça fait à peu près 1,4 million, de la destination et de la nature d'équipements aux abords des équipements sportifs, etc., en termes d'aménagement, d'accueil du public. Donc on essaye, et je crois que ça, Londres l'avait bien fait, qui était, y compris, c'est l'aspect médiatique. Je vais préconiser qu'il faut exposer les sports qu'on n'expose jamais, les sports olympiques, à la télévision, pas seulement tous les 4 ans. Et pour la candidature de 2024 à Paris, ça a une importance. Pourquoi? Parce que si on veut remplir des stades sur l'ensemble de ces sports, il faut éduquer les citoyens à aimer ces sports. Il faut qu'ils puissent les découvrir. Et l'exposition médiatique, je pense à beaucoup de sports qui ne sont pas du tout exposés et qu'on voit qu'aux Jeux Olympiques, on est émerveillé. On dit « Ah, mais c'est vachement bien, etc. » Et même le handisport. J'aimerais pas que demain, eh bien, ça y est, on attend 4 ans pour revoir du handisport. Donc, il faut absolument, en amont, en profiter pour faire participer la population, pour que la population soit prête à venir faire de ces jeux leurs jeux et qu'on fasse tout pour qu'elle soit là, qu'elle participe à tous les niveaux, que la culture soit là. On a décidé que sur l'ensemble des établissements où il y aura des compétitions, il y aura une œuvre d'art. Eh bien voilà, on répond aussi à ce que disait Pierre de Coubertin dans les valeurs de l'olympisme. Il ne faut pas dissocier le sport de la culture. Oui, moi je crois qu'il est important aussi de rappeler que aujourd'hui, les meilleurs ambassadeurs d'une candidature sont les sportifs. J'entends bien que les responsables politiques puissent porter un dossier, mais je crois que ça, il faut faire très attention à ne pas tomber dans cet écueil. Il faut surtout laisser les sportifs devant. C'est des jeux qui sont portés par eux, c'est des jeux pour eux et c'est des jeux qu'ils incarnent. Donc, ça fait partie des enseignements du passé, justement. Ça a pu être une cause d'échec aussi par rapport à la dernière candidature de Paris. C'est bien pour ça qu'il faut être très prudent. Bien que Tony Blair n'était pas en reste. Il faut faire attention. On a effectivement Tony Estanguet, on a Bernard Lapasset et derrière eux beaucoup de sportifs qui sont des légendes du sport français et mondial. Je crois qu'il faut vraiment leur laisser la main et laissons les. Mais c'est ce qui se passe là. Là où ils sont. Vous avez l'air de. Voilà, faisons très attention à ça quand même. Bien sûr. Jean-Pascal Gaillan, sur effectivement l'aspect. Sur la commission culture, par exemple, demain au Sénat, c'est une demande de la présidente de la commission d'auditionner Madame Hidalgo, mais Monsieur Lapasset a été auditionné, Monsieur Estanguet. Voilà, c'est. C'est un peu une illusion de vouloir séparer sport et politique, Jean-Pascal Gaillan. La politique n'est jamais loin. Il faut être très très prudent sur cet aspect-là, car ça nous a coûté bien cher déjà. Non, mais ce qui, moi, me paraît très important, c'est de comprendre qu'il y a quand même quelque chose qui est extrêmement pervers dans le système actuel. Et même, quoi que vous me disiez sur ce qu'il y a de nouveau et ce qu'il y a de différent dans Paris, à Rio, on a l'emboîtement des arènes Carioca 1, 2, 3. Parce qu'il faut que se tiennent en même temps le handball, le volley, le basket, le judo, le taekwondo, l'escrime. Ça, c'est pervers parce que toutes les compétitions doivent se faire en si peu de temps. Il faut
plusieurs, il faut beaucoup d'équipements, on pourrait n'en avoir qu'un équipement, et si on déconcentrait géographiquement, temporellement, ce serait beaucoup moins de gâchis. Ça, tout le monde peut le comprendre. Un jour peut-être, mais là, vous pensez bien qu'on ne peut plus changer la candidature aux candidatures collectives. Il faut renverser le rapport de force avec le CIO. C'est un chantage du CIO depuis longtemps. C'est comme avec l'UEFA et la FIFA. C'est un chantage. Il y a des exonérations fiscales pour le CIO comme pour l'UEFA. C'est un chantage pour le citoyen. Je ne peux pas me dire oui, on va attendre que en 2028, alors 2032, on puisse enfin passer à ces candidatures conjointes et à un format un peu différent. Non, il faut d'ores et déjà. Si on changeait la nature de notre candidature. Bernard Lapassé, je vous donne la parole. On arrive au terme de ce débat. Aujourd'hui, je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment être responsable et pragmatique. Je crois qu'on a besoin, vous savez qu'on a peut-être d'autres projets, il y a des choses à faire différentes. Sachez qu'aujourd'hui, dans l'agenda qui nous est donné, dans le suivi des consignes qui sont offertes, on a, je crois, l'avantage d'être un pays innovant où on a gardé depuis des années l'esprit olympique. On est les fondateurs de ce sport, de ces Olympiades. N'oublions pas de Coubertin, ça va faire quelques années. Dernier jeu en France, c'était 1924, il y a déjà quelques années, ça va faire peut-être 100 ans bientôt. Je le rappelle. Chamonix, qui n'était pas très loin en sport d'hiver. Donc on a des choses très bien réussies. Donc ça, il ne faut pas oublier. Non. Donc on a des choses qui montrent qu'à l'évidence, on sait faire, on peut faire, et que Paris 2024 va être un modèle, j'en suis certain, par rapport à ce que nous avons entendu des membres du CIO. Pour la première fois, on a vu des gens se découvrir, qui ont déjà donné des signes extrêmement importants d'adhésion. On a le sentiment qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui porte la France sur autre chose que ce qui a été porté dans le passé, y compris sur Rio. Vous avez eu les critiques du CIO sur ce qui a été dit sur Rio. Moi, j'en veux pas à Rio, parce qu'ils ont fait des jeux qui sont à la limite assez exceptionnels sur la réalisation de techniques sportives. Nous serons au-delà, parce que nous porterons d'autres valeurs qui sont celles qui accompagnent les jeux sportifs et techniques. C'est celle de l'ensemble des participations des Françaises et des Français, et d'accueillir le monde. On va accueillir le monde pendant ces Olympiades. Et avant, sachez que l'année d'avant, nous aurons tous les sports qui sont obligés de faire des test events qu'on appelle, c'est-à-dire qu'ils vont venir en France faire des compétitions dans des sites de départements, ils feront travailler des villes, ils feront travailler des gens, il y aura du service rendu, il y aura une activité très forte autour du sport. Donc Paris 2024 est sur le bon chemin. On prévoit 200 000 Bernard Lapassé d'être 200 000 emplois seront créés sur 2 ans. Votre enthousiasme pour ce projet. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat.